Ok. Bonjour. Donc, bienvenue donc à l'épisode 2 des rendez-vous IoT du pôle Alpha RLH. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur une thématique plutôt traitement des données. En particulier, quels sont les bons choix, quels sont les conseils en termes de performance, sobriété énergétique. On a deux intervenants, deux entreprises, donc Monsieur André Paris de Voltacap et Monsieur Michael Delanoë d'Aquacé. Donc, je vais simplement introduire brièvement un petit peu le pôle de compétitivité. Donc, moi, c'est Patrice Gaman, je suis animateur du domaine électronique et télécom à Alpha RLH. Ensuite, il y a les deux présentations. Donc, optimiser votre système embarqué pour objets connectés complexes et performants par André, qui est directeur technique chez Voltacap. Et objets connectés et cloud computing au service de l'industrie avec un exemple dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'eau. Alors, Michael Delanoë, qui est ingénieur d'études et chef de projet à Aquacé. Après, nous aurons une partie questions-réponses. Hop. Alors, pourquoi nous avons décidé au pôle d'avoir régulièrement des événements autour des challenges de l'IoT? C'est parce que c'est un sujet qui est au cœur de nos activités dans le pôle. C'est un sujet complexe. Hein. On parle de capteurs, on parle de transmission de la donnée et de sécurisation et traitement de la data. Donc, on essaie de suivre un petit peu cette ligne tout au long de nos webinaires. Et c'est au cœur des différents domaines d'activité du pôle, en particulier télécommunications, bâtiments intelligents, numérique, e-santé en particulier. Donc notre objectif, c'est d'animer une communauté IoT en région Nouvelle-Aquitaine et au-delà, et d'apporter donc un éclairage sur des évolutions technologiques ou applicatives en donnant la parole aux experts. On essaie d'avoir un exposé un peu plus technique et un exposé un peu plus orienté application. Et on va développer donc ces webinaires tout au long de l'année. Nous en sommes à l'épisode 2 et vous verrez qu'il y a un épisode 3 qui est en cours de préparation. Donc le rôle du pôle Alpha RLH, c'est essentiellement de contribuer au développement des projets d'innovation des entreprises. Il s'appuie sur différents domaines d'activité stratégique et un domaine d'activité transverse qui est numérique. Bon, je ne vais pas détailler tous les thématiques, mais vous pouvez les lire. Ce qui est important autour de l'Internet des objets, de l'IoT, ce sont tout ce qui est capteur, tout ce qui est récupération d'énergie, les protocoles de communication, les réseaux, et puis tout ce qui est edge computing ou cloud computing, ça va être la thématique un peu du jour. Et puis traitement de la data, qui comprend également la sécurisation de la donnée, l'intelligence artificielle et le blockchain. C'est un peu tout ça qu'on va couvrir tout au long de nos épisodes. Donc le pôle, on a à peu près presque 280 membres, avec des représentations à l'étranger, aux USA et en Chine. Et on est implanté en région Nouvelle-Aquitaine sur 4 sites, donc Talence, Limoges, La Rochelle et une personne à Pau. On est une équipe d'une vingtaine de personnes. Et une des particularités du pôle, c'est d'avoir des experts techniques reconnus qui animent certains des domaines stratégiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, sur la droite, vous avez un petit panel d'entreprises qui sont membres du pôle et vous voyez qu'il y a beaucoup de domaines très différents qui sont couverts. Voilà, les questions-réponses. Donc, Ariane, tu prends la parole ou... Oui. Donc du coup là c'est pour donc Ariane Vedren, je m'occupe du domaine d'activité transverse numérique industrie du futur au pôle. Donc du coup voilà, c'était juste pour faire un petit point, un rappel pour vous dire que les questions-réponses, on va les collecter dans le chat que vous allez trouver sur votre droite. Voilà, faut taper votre message avec le petit point d'interrogation
sur fond bleu et nous les poserons à nos deux intervenants en fin de session. Et pour faire un petit peu de teasing sur les deux interventions en attendant les derniers participants. Voilà, on a un petit sondage. En cas de choix à faire, quel serait le paramètre à considérer en priorité? La consommation, la miniaturisation, la puissance de calcul. Donc ça, c'est André Paris qui nous en dira un peu plus à travers son intervention tout de suite. Et deuxième question, si le Père Noël s'équipait en capteur connecté, bon, c'est une question d'actualité, hein, lui conseilleriez-vous de traiter la donnée en embarqué ou d'attendre la fin de la tournée pour collecter et analyser ces données? Donc là, pareil, il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais l'idée, c'est d'avoir aussi un éclairage sur cette question via l'exposé de Michael Delanoë d'Aquacé qui nous montrera que l'application visée génère un choix technologique particulier. Voilà. Donc, je vous invite voilà, quand même à nous faire part de votre vote. Vous pouvez scroller pour avoir les deux questions qui s'affichent à votre écran. Alors, voilà, maintenant, je vais laisser on va clôturer le vote. Donc, globalement, sur l'ensemble des réponses, vous pouvez voir que donc la consommation reste le critère prioritaire dans le choix de l'IoT. Donc, c'est-à-dire que s'il faut sacrifier quelque chose, ça sera plutôt la miniaturisation et un peu moins la puissance de calcul. Et enfin, pour le Père Noël, vous pensez qu'il faut qu'il ait les infos en temps réel, donc de faire un traitement embarqué. Alors, on laisse la parole maintenant à notre premier intervenant, donc André Paris pour VoltaCap. Bien, bonjour à tous. André Paris, je vais vous présenter aujourd'hui une méthodologie et des astuces pour faire de votre conception d'objets connectés une réussite. Quelques mots tout d'abord sur moi et sur VoltaCap. Je suis cofondateur et directeur général de VoltaCap. VoltaCap, on est un bureau d'études en électronique et on réalise des assemblages de cartes électroniques sur site industriel. Nous sommes spécialisés en développement d'objets connectés et nous avons beaucoup d'expérience dans tout ce qui est microcontrôleurs, les processeurs et le FPGA. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de cette présentation est de vous guider sur des choix stratégiques et des méthodologies qui vont faire que vous allez réussir à développer un objet connecté performant. Dans cette présentation, je vais commencer par vous donner un petit peu les enjeux pour l'IoT aujourd'hui. Donc, on abordera rapidement les ressources de calcul, la gestion énergétique ou encore la miniaturisation, qui sont des points très importants. Ensuite, je vous donnerai un petit peu des astuces et une méthodologie qui vous permettra de bien analyser le besoin de votre projet, puis de faire les bons choix de solutions techniques tout en gardant en tête certains points de vigilance. Je vous présenterai également un exemple de réalisation qu'on a fait chez nous avant de passer sur les conclusions dans lesquelles on abordera un petit peu quel avenir on voit à notre échelle de bureau d'études pour l'objet connecté. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les principaux enjeux pour avoir un objet connecté qui est performant, c'est d'une part d'embarquer beaucoup de puissance de calcul, d'avoir le plus d'autonomie possible dans tous les sens du terme, donc à la fois une autonomie énergétique et une autonomie du point de vue intelligence artificielle. Les objets connectés doivent être de plus en plus petits. Vous avez un exemple qu'on a réalisé chez VoltaCap à droite qui fait 8 mm par 10 mm. Et un autre point qui est très important, qui doit être gardé en tête dans la majeure partie des projets réalisés, un objet connecté doit être disponible à un coût de revient qui est rationnel. Donc tout ça, tous ces constats, ça nous amène à avoir des enjeux à maîtriser qui sont bien évidemment les ressources de calcul, la gestion de l'énergie, la miniaturisation et l'intégration dans un boîtier, une plasturgie ou l'environnement dans lequel l'objet connecté va être utilisé, et enfin l'industrialisation, la maîtrise des coûts de revient.
Tout d'abord, on va parler des besoins en ressources de calcul. Donc, je fais un petit teaser sur la présentation de Mickaël tout à l'heure. On a deux choix. On a le choix de faire du calcul en embarqué et du calcul en déporté. Ces deux choix-là vont avoir des impacts tout au long de votre développement du produit et nécessitent d'être bien analysés. Par exemple, le calcul embarqué va permettre d'avoir une meilleure autonomie au sens intelligent, puisqu'on va avoir un objet qui va être capable de réfléchir par lui-même et de prendre des actions par lui-même. Par contre, on va avoir une moins bonne efficacité énergétique, ça va rendre difficile la miniaturisation et potentiellement augmenter le coût de revient. Le calcul déporté, quant à lui, va permettre d'avoir un plus haut degré d'intégration, par exemple, un niveau de performance un petit peu réduit. Et comme il faut qu'il communique avec des réseaux qui permettent de remonter les données, vous allez avoir aussi des problématiques de qualité de service à surveiller. Ensuite, le deuxième point qui est relativement important, donc la gestion de l'énergie. Il faut savoir que le calcul et la communication sont les premiers postes de dépenses d'énergie dans une carte électronique. Vient ensuite le rendement global de la chaîne de conversion de l'énergie et notamment les pertes par commutation au niveau des processeurs, etc. Tout ça, ça génère une dissipation thermique qui doit être bien évidemment gérée. Il faut noter également que le choix de la solution de stockage de l'énergie est très importante puisque vous allez avoir des durées de vie différentes suivant si vous choisissez des piles avec différentes chimies ou des batteries ou si vous êtes purement et simplement raccordé à un réseau de distribution de l'énergie type EDF. Tout ça, ça nous amène à la conclusion qu'il faut aborder le design de votre objet connecté avec rigueur et méthodologie et qu'il y a une grosse importance dans les choix techniques réalisés. Ensuite vient le poste de miniaturisation. C'est un gros enjeu qui va avoir des impacts sur tous les choix techniques et sur toutes les solutions techniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans le développement de votre objet connecté. À noter que la miniaturisation a des impacts sur l'efficacité énergétique dans les deux sens. Ça peut avoir des impacts positifs comme très négatifs. Ça a de très forts impacts sur les coûts de revient de votre produit en les augmentant potentiellement de 30 à 40%. Et ça complexifie énormément le développement du produit, que ce soit pendant les phases de test, de débogage ou pendant les phases de certification, notamment avec les aspects CEM. Donc la miniaturisation, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper dès le début du projet et qui va avoir énormément de conséquences sur ce que vous allez pouvoir faire et mettre en œuvre pour développer correctement votre objet connecté. Ensuite, vous avez l'industrialisation et les coûts de revient. Vous avez d'une part des contraintes qui sont imposées par des normes réglementaires et les standards du secteur qui vont faire que vous allez être obligé de vous diriger vers certains choix plutôt que d'autres. Il faut noter que pour qu'un produit soit réussi, à notre sens, il faut qu'il soit pérenne, c'est-à-dire que si vous le fabriquez aujourd'hui, vous devez être en mesure de le fabriquer dans 3, 4 ou 5 ans avec un minimum d'impact sur sa structure électronique. Il doit être facile à produire, donc c'est-à-dire que si vous souhaitez une livraison de 15 produits pour la fin du mois, vous devez être en mesure de pouvoir le faire et pas avoir à attendre plusieurs semaines de délai d'approvisionnement. Et très important, vous devez pouvoir le faire à un coût maîtrisé. Tout ça, cette structure de coût-là, elle est impactée par tous vos choix techniques qui vont être réalisés tout au long du projet. Et l'industrialisation, ça doit être surveillé tout au long du projet avec un travail de veille à réaliser. Donc, si on fait une petite conclusion sur les enjeux d'un objet connecté performant, vous devez avoir une méthodologie bien précise avec des choix stratégiques et technologiques qui sont guidés par cette méthodologie-là. Vous devez faire les bonnes analyses et bien comprendre et bien imaginer qu'est-ce que va être votre objet connecté dans son environnement futur pour
pour pouvoir justement faire ces bons choix techniques. Et vous devez apporter une attention particulière à toutes les phases aval pendant que vous faites la définition technique. C'est-à-dire que si vous avez un objectif d'avoir un objet vraiment miniature, il va falloir le prendre en considération dès le début. Si vous avez l'objectif d'avoir un objet complètement autonome, il faut le prendre en considération dès le début. Et donc, du coup, ça m'amène à conclure que la méthodologie et l'anticipation sont les clés d'un développement qui va être réussi. Maintenant, si je vous guide un petit peu dans la méthodologie et les choix techniques qui vont en découler. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate en tant que bureau d'études, c'est que vous avez 3 grands postes en phase très amont. Vous avez d'une part l'étude de marché ou l'expression du besoin qui va vous imposer des fonctions pour que votre produit soit commercialisable, qui va vous imposer une ergonomie et vous imposer une fourchette de prix qui va être réaliste, c'est-à-dire un prix auquel vous allez arriver à vendre votre produit. Tout ça, ce sont des contraintes. Dans une deuxième approche, vous avez un cahier des charges qui va être basé sur... alors, je pense qu'il y a un souci au niveau de la présentation. Tac. Alors... Voilà, nous en étions là. Donc du coup, le cahier des charges va venir dans la deuxième approche définir plus précisément les fonctions, proposer des contraintes techniques, par exemple en termes d'encombrement ou de fonctionnalité. Donc il va apporter des contraintes. Et là où il faut être très vigilant lorsque vous intervenez, c'est au niveau de l'analyse fonctionnelle que vous allez réaliser en vous basant sur cette étude de marché ou cette expression du besoin et ce cahier des charges-là. L'analyse fonctionnelle, c'est la première étape dans le développement d'un objet connecté réussi, puisque vous allez analyser la faisabilité technique, la faisabilité financière, définir une architecture et évaluer un coût de revient en proposant des solutions techniques. Du coup, c'est à ce moment-là que vous allez concilier toutes les contraintes avec ce qui va être capable de réellement faire et prendre la décision de développer ou pas l'objet connecté. Dans cette analyse fonctionnelle-là, le premier poste, à notre sens, qui est à surveiller et à choisir et qui donc répond à la petite réponse du sondage du tout départ, c'est le choix du processeur du signal pour votre application. Le processeur du signal pour votre application, ça va avoir des impacts sur absolument tous les autres points, sur la miniaturisation, le coût de revient, sur les performances énergétiques, sur les performances globales de votre système, et c'est très important de bien le choisir. Donc, d'un côté, vous allez avoir tout ce qui est processeur du signal, donc c'est ce que vous trouvez par exemple les Raspberry Pi, ce qu'on appelle système on module, les SOM ou les systèmes on chip, pardon, les SOC. Ce sont des choses qui sont très pratiques à utiliser puisque vous avez une communauté sur Internet qui est bien étoffée avec beaucoup d'exemples, donc c'est rapide à mettre en œuvre, c'est vraiment très pratique et vous avez des coûts de revient qui sont potentiellement très faibles, peut-être un petit peu plus élevés dans des solutions un petit peu plus high-end. Je pense notamment au Jetson de NVIDIA. Cette solution-là, nous, on considère qu'elle est plutôt adaptée aux applications qui sont relativement complexes, mais avec peu de volume de vente derrière parce que ce sont des solutions qui évoluent très rapidement sur le marché, qui sont donc peu pérennes et qui sont vraiment très peu efficaces énergétiquement parce que elles embarquent beaucoup de fonctionnalités pour être tout terrain et du coup, vous n'avez pas forcément intérêt à conserver ces fonctionnalités-là et avoir l'impact énergétique sur votre produit. Juste après, donc vous avez tout ce qui est microcontrôleur dans lequel on englobe les PIC, etc.
C'est quelque chose qui a un coût vraiment très très faible, qui est relativement facile à intégrer, même si c'est un petit peu moins que les systèmes on module ou les systèmes on chip. Vous avez des microcontrôleurs qui sont très efficaces énergétiquement et qui sont utilisés dans des objets très pointus du marché aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que vous avez un niveau de performance qui est relativement faible. Vous avez un niveau de complexité de programmation qui est un petit peu plus élevé. Donc, du coup, nous, on vous préconise plutôt de les réserver aux applications peu gourmandes en ressources avec des forts volumes de vente derrière. Encore un cran au-dessus, vous avez les FPGA, fil programmable gate arrays. Donc là, vous êtes sur des produits vraiment high-end avec des niveaux de performance très élevés, avec des contraintes de gestion énergétique très pointues. Vous êtes par contre en revanche sur des coûts relativement élevés. C'est très complexe à intégrer, très complexe à programmer. Donc du coup, on vous préconise plutôt de les réserver sur des choses très très pointues où vous n'aurez pas forcément des volumes de vente très important, mais par contre vous aurez besoin vraiment de puissance embarquée énorme, des contraintes de temps réel très importantes, etc. Le dernier, je fais un petit aparté dessus, mais on a peu tendance à le voir sur le marché, sauf dans les objets très très grand public. Donc, ce sont les ASIC. Les ASIC, ce sont Application Specific ICs. Donc, c'est des circuits intégrés à applications spécifiques. C'est des circuits intégrés qui sont développés explicitement pour une application visée. Donc, vous embarquez exactement ce qu'il vous faut pour faire tourner votre application dans un processeur gravé avec un niveau de finesse exemplaire, donc avec des efficacités énergétiques à la pointe de la technologie. Par contre, vous êtes sur un coût de développement initial qui est astronomique. C'est un niveau de complexité très important et du coup, on le réserve généralement aux applications vraiment très très grand public où vous allez amortir tout ça sur la quantité. Pour vous donner un exemple, un ASIC, c'est ce qui pilote tout le traitement du signal dans les téléviseurs aujourd'hui. La deuxième étape, juste après le choix de votre processeur, pour nous, c'est optimiser votre efficacité énergétique. Il faut choisir une source d'énergie qui est bien évidemment adaptée à l'application visée. Donc, je vous ai pris en exemple un produit qu'on a développé ici. Sur la droite, c'est un système embarqué sur des machines agricoles qui pompe jusqu'à 45 000 watts. Bien évidemment, vous n'allez pas essayer de l'alimenter avec des batteries. Donc voilà, c'est juste pour vous illustrer l'importance de bien choisir qu'est-ce qui va alimenter votre objet connecté derrière. Ensuite, je vous l'ai dit, il faut bien dimensionner votre processeur du signal parce que ça va avoir un impact très important sur votre consommation énergétique. Il faut bien designer, et ça, on n'y pense pas souvent, vos bus haute fréquence pour limiter les pertes par transmission. Donc, c'est-à-dire que quand vous dimensionnez un bus à 5 GHz et que vous utilisez 3 gigabits par seconde de bande, bah, vous perdez 2 gigabits par seconde en commutation. Pour nous, c'est inutile et c'est de l'énergie qui est gâchée. Autre point, plutôt que d'utiliser des convertisseurs génériques, pensez bien à designer vos propres chaînes de conversion d'énergie en assurant le pic d'efficacité au point nominal de fonctionnement de votre système. Ça, c'est très important. Donc, ça nécessite des différentes phases de test et de bien connaître comment va fonctionner votre produit pour pouvoir adapter ce point-là en particulier. Un autre point qui est important, il faut avoir une stratégie de management des ressources qui favorise les périodes de veille. Plus vous allez arriver à mettre en veille votre dispositif, plus il va avoir une autonomie qui va être importante. Et après, pour aller plus loin, d'autres astuces que je vous donne en vrac, limiter bien évidemment le recours aux bus de communication RF, privilégier la dissipation thermique si vous en avez besoin, privilégier tous les systèmes passifs et bien évidemment limiter les fréquences de fonctionnement des bus, etc. Si vous avez besoin de compléments d'infos, n'hésitez pas à me contacter là-dessus pour que je vous guide.
Ensuite, pour réussir sa miniaturisation, eh bien évidemment, il faut pas seulement prendre en compte le volume occupé par les composants, mais penser à tout ce qu'il va y avoir autour, notamment les antennes qui peuvent prendre de la place pour être correctement intégrées et vous apporter un niveau de performance idéal. Pensez aussi que les bus de communication haut débit prennent de la place pour pouvoir être performants. Il faut garder en tête aussi que vous avez des normes qui sont les normes IPC sur le marché de l'électronique. Hein, donc, si vous respectez pas ces normes IPC-là, votre carte, elle va être complexe à produire et vous allez avoir des taux de rebut importants derrière. Et il faut bien évidemment dimensionner correctement vos structures de composants. Donc, juste en dessous, là, vous avez des exemples de produits relativement miniatures avec des bus haut débit, etc., qu'on a développés chez Voltacap. Ensuite, l'industrialisation, donc c'est une étape qui est importante, qui doit être menée tout au long du projet, hein, je le rappelle. Pour assurer la pérennité du produit, il faut anticiper les fluctuations des cours, bien vérifier que les composants sont disponibles. Tout ça, ça passe par un travail de veille. Il faut bien évidemment, je le rabâche, hein, mais appliquer les normes européennes et les normes IPC pour vous assurer que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises pendant les phases de fabrication de votre produit. Il y a des astuces pour optimiser les structures de coût du produit. C'est pas l'objet de la présentation, mais si vous voulez aller plus loin, je vous engage à me contacter là-dessus. Et bien évidemment, une façon de déterminer un design, c'est de réaliser une pré-série pour tester et valider tous les procédés d'assemblage. Donc, chez Voltacap, on réalise des cartes électroniques en petite et en moyenne série. On a de l'expérience là-dessus et voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Donc tout ça pour m'amener à vous faire une mise en pratique, donc vous donner un exemple d'une réalisation et comment l'aborder. Donc ce projet-là, c'est un capteur multispectral qui est embarqué sur un drone agricole qui vient faire de l'analyse de culture, etc. On a un certain nombre de contraintes dessus dans le cahier des charges. Donc, par exemple, prendre des images dans 5 longueurs d'onde, avoir une certaine fréquence d'acquisition, faire des captures en ce qu'on appelle en réflectance, donc avec un calcul de normalisation à faire embarqué dans le drone, par exemple un poids maximal, un stockage sur tel type de support, une consommation maximum, etc., etc. Donc tout ça, vous avez des contraintes qui ont été établies à la fois par une étude de marché et par un cahier des charges qui a été détaillé. Et donc, du coup, on va dérouler la méthodologie que je vous ai présentée juste avant. La première étape est donc de choisir mon processeur pour mon application. C'est une application qui est relativement high-end, donc qui va nécessiter des ressources de calcul relativement importantes. Et donc, on va plutôt guider notre choix soit vers des systèmes on module de type Tegra, NVIDIA, ou plutôt vers des FPGA. Donc, du coup, d'un côté, les systèmes SOM vont nous permettre d'avoir un coût maîtrisé, d'avoir des délais de développement relativement réduits. C'est facile de les programmer et de faire une POC, hein, une preuve de concept relativement rapidement. Par contre, on aura des niveaux de performance globaux qui seront un petit peu moindres, avec une consommation plus élevée, une bande passante limitée, et donc la régularité des acquisitions des images à surveiller. De l'autre côté, vous avez le FPGA qui lui aussi est très bien adapté au traitement d'images, qui va vous donner une bande passante relativement élevée. Vous assurez la régularité des acquisitions et le traitement en temps réel de tout ça, et donc avoir une consommation bien plus raisonnable et un niveau de performance énergétique bien plus performant. Tout ça au détriment d'un coût de développement un petit peu plus élevé, un coût de revient après en série un petit peu plus élevé et un temps de développement un petit peu plus élevé.
Pour vous illustrer qu'il n'y a pas de mauvais choix, pour ce projet-là en particulier, eh bien, on a développé avec les deux solutions. Dans une première approche, on a développé donc avec le système SOM pour faire une preuve de concept relativement rapidement et avoir des pré-séries relativement rapides. Et on a pris notre temps pour développer une solution plus high-end sur FPGA derrière, et on en a profité pour augmenter le niveau de performance global du produit. Ensuite, sur un système embarqué comme celui-ci, à plus forte raison sur un drone, la gestion d'énergie, c'est quelque chose de très important. Donc du coup, on a fait très attention à utiliser des structures de conversion efficaces et correctement dimensionnées, donc pour éviter justement les pertes au niveau des rendements de ces chaînes de conversion là. Les bus de communication, enfin les bus de traitement de données, donc entre les caméras et le système de traitement d'images, ont été limités bien évidemment au strict nécessaire pour éviter ce qu'on appelle le throttling, qui est l'attente du bus. Il commute mais il fait rien. Donc on a pris les résolutions des caméras et le débit d'image des caméras et on a adapté nos bus exactement comme ça. À noter qu'il faut vraiment respecter les règles de design IPC, parce que non seulement si vous utilisez les mauvaises sections de conducteurs, vous allez avoir de la dissipation thermique dans votre carte et donc avoir recours à des systèmes de dissipation de l'énergie calorifique, hein. Donc du poids embarqué en plus et potentiellement, s'il vous faut un système actif, de la consommation en plus. Autre point, faire très attention aux règles de design pour tout ce qui est signaux débit. Si vous ne faites pas ces calculs-là et si vous n'assurez pas que vos signaux sont dans les tolérances acceptables, eh bien vous allez avoir davantage de pertes, vous allez avoir un niveau de performance moindre et ça va se ressentir sur les performances énergétiques de votre système. Dernier point, on a bien évidemment allégé le micro-logiciel au maximum pour retirer tout le superflu. Bien évidemment, comme c'est embarqué sur un drone, il y avait des contraintes de miniaturisation relativement importantes. Donc, on a fait attention au choix des composants électroniques dès le début. On a fait attention au choix des solutions techniques qu'on mettait en œuvre, et on arrive à un niveau qui est relativement faible, avec un niveau de performance énergétique bien supérieur à celui qu'on avait imaginé. Donc pour nous, c'est un développement qui a été vraiment réussi. Donc en conclusion, si vous définissez bien votre produit, eh bien, bien évidemment, ça facilite les choix techniques derrière et ça va vous faciliter la tâche. Donc vraiment, l'analyse fonctionnelle, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que c'est quelque chose sur lequel il faut pas aller trop vite en besogne. Il faut bien adapter les ressources hardware à l'application visée, pas dire je vais embarquer beaucoup plus, ça me laissera de la marge, etc. Ça, c'est une erreur qu'on voit vraiment communément. Si vous souhaitez quelque chose de vraiment miniature, il faut l'anticiper dès le départ du projet et respecter vraiment tout ce qui est règles de design, etc. Parce que sinon, clairement, vous allez dans le mur au niveau de l'industrialisation. Pas oublier de faire un travail de veille technologique, donc vérifier que il n'y a pas de nouvelles technologies qui sortent sur le marché, optimiser la structure de coût, pareil dès le début du projet. En conclusion générale, pour nous, l'IoT, c'est des choses qui doivent être de plus en plus performantes, tout en étant de plus en plus petites et avec des consommations énergétiques de plus en plus faibles. C'est un phénomène qui est vraiment accentué par l'avènement des systèmes à base de vision. On voit de plus en plus de systèmes qui embarquent des capteurs d'image et du traitement de l'image, ou les systèmes à fusion de données, c'est-à-dire avec beaucoup de capteurs qui doivent être fusionnés pour prendre des décisions adéquates, et ça va se concrétiser encore davantage dans les années à venir.
Donc, pour développer ce type de technologie-là, vous avez deux choix. Soit vous basez sur les évolutions technologiques à venir sur le marché du semi-conducteur, qui évolue relativement rapidement, ou alors vous basez sur une méthodologie du type de celle que je viens de vous présenter, qui vous permettent d'avoir quand même quelques axes d'optimisation et d'anticiper bien sur tout ce qui va être technologique à l'avenir. En illustration, là, donc du coup, vous avez une petite gélule qui est ingérée par des patients et qui permet de monitorer leur fréquence cardiaque, leur température et différents autres paramètres physiologiques et qui illustre bien, à mon sens, ce que va devenir l'objet connecté de demain. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez une question, à prendre contact donc, avec nous chez Voltaca. Ouais. Merci André. Donc effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Donc nous y reviendrons donc à la fin des présentations. Donc là, on a vu un exemple avec de l'électronique embarquée. Et là, nous allons avec Aquacé. Voilà, avec Michael, une méthodologie un peu différente avec du traitement de données déportées. Michael, c'est très bien. Bonjour à tous. Donc, Michael Denoé, j'ai suivi une formation en ingénieur électronique et télécom, suite à laquelle j'ai intégré Aquacé en 2017. Donc, Aquacé, c'est une société de services en efficacité hydrique pour l'industrie et la ville. Nous sommes basés à Limoges, elle a été fondée en 2015. On comprend 21 collaborateurs, donc divisés en 3 tiers, grosso modo. Un premier tiers qui comprend des ingénieurs en eau et environnement, en efficacité hydrique. Un deuxième tiers composé de développeurs full stack, donc partie web, architecture cloud. Et une troisième partie dont je fais partie, c'est un pôle développement système embarqué Python. Nous avons déjà audité plus de 110 sites, connecté plus de 100 usines, et tout ça dans 8 pays différents. L'objectif d'Aquacet, c'est d'utiliser la digitalisation pour cartographier les flux et usages de l'eau, en qualité et en quantité, et d'agir prioritairement sur les causes racines pour améliorer les performances industrielles et environnementales. C'est-à-dire réduire la consommation d'eau, améliorer la productivité et réduire les rejets. Pour cela, on propose deux services. Donc le premier qui est le diagnostic et la solution, donc avec une intervention sur site d'une équipe dédiée. Et un deuxième service SaaS d'analyse de données avec abonnement. On a une grande diversité de clients et notamment des grands groupes comme Nestlé Water, Total, Arkema, Solvay, etc. Donc la première solution qu'on propose, diagnostic solution, donc une équipe d'ingénieurs en eau et environnement, efficacité hydrique se rend sur site pour diagnostiquer l'installation, parfois proposer une cartographie, donc c'est-à-dire installation de points de mesure, de matériel de mesure, de relevé sur plusieurs semaines, suite à laquelle il préconise diverses solutions technologiques, procédés, etc. Suite à ces cartographies, Aquacet s'est rendu compte que l'enjeu technologique n'est plus le traitement de l'eau, mais la compréhension du système eau, c'est-à-dire la production, gestion et interprétation de données. La gestion de l'eau est avant tout la gestion de la data. Donc, les objectifs sont de disposer d'une vision globale, intégrée et fonctionnelle du système eau. Deuxièmement, d'agir sur les causes racines pour réduire au maximum les besoins et n'avoir à gérer que ce qui n'aura pu être évité. Et troisièmement, suivre les performances des installations et des opérations et analyser leur historique long. Dans les industries, on remarque une grande insuffisance de production et d'exploitation de données. L'eau est présente partout dans l'usine, mais les informations concernant sa gestion sont disséminées dans de multiples systèmes d'information. En effet, on a une grande diversité, donc notamment avec, on va avoir différents capteurs, automates, des fréquences de relevé très différentes en fonction si c'est un
un relevé d'analyse qui vont arriver plusieurs jours après, des données automates qui sont assez temps réel, ou encore des relevés manuels. On va constater aussi différents types de mesures. Ça va être des mesures opérationnelles, contextuelles. Donc c'est pourquoi on a la digitalisation de l'industrie passe par l'Internet des objets, les serveurs distants ou cloud computing, edge computing, et les smart data, notamment le machine learning. Ainsi, les évolutions numériques rendent possible un changement quantitatif et qualitatif de la production, gestion et interprétation de données. L'intelligence métier, ce n'est pas une problématique technique en soi. Connecter des capteurs, remonter d'informations, ce n'est pas une grosse problématique. L'intelligence métier, c'est donner du sens à la digitalisation, c'est donc se poser les bonnes questions. Donc la première question, c'est quelles données et informations centralisées, quelles données sont nécessaires à la compréhension de la situation. Il faut définir le périmètre, interne, externe, la fréquence, la localisation, etc. Deuxième question, comment préinterpréter les données et événements pour produire des informations opérationnelles. Et la troisième question, comment transformer les données en actions, comment faciliter la compréhension et les interactions. Et pour ça, on va utiliser notamment des interfaces outils intuitives personnalisées. Pour répondre à l'ensemble de ces questions et confronté à la réalité industrielle lors de diagnostic et cartographie d'efficacité hydrique, Aquacet a dû développer des outils d'exploitation des données en temps réel adaptés et efficaces. Donc cette digitalisation se caractérise en 3 pôles. Le premier, la collecte de données, l'acquisition de données, avec différentes sources de capteurs, automates, comme je l'ai dit auparavant. Le deuxième pôle, qui est l'architecture, l'infrastructure informatique. Et le troisième pôle, les applications web qui permettent donc d'accéder à ces données, de les visualiser et de les interpréter. Alors, comment sont gérées les données par Aquacet ? L'ensemble des données reçues, quel que soit le point d'entrée, est stocké en base de données. Donc, dans un premier temps, parler de données d'archives. Donc, toutes les données brutes sont stockées dans cette base de données afin de pouvoir restituer au client, s'il le souhaite, ces données. En parallèle, les données vont être stockées dans une base de données dite vive, avec une agrégation particulière, afin de pouvoir être requêtées par les interfaces de visualisation et donc d'avoir des requêtes plus réactives, notamment lorsqu'on va demander de visualiser des périodes de temps très longues, comme 1 an ou voire plus. L'hétérogénéité de ces données implique une diversité de points d'entrée dans le cloud d'Aquacet. On distingue 5 grands types d'entrées. Donc le premier, qu'on appelle le machine-to-machine, où des industries qui ont déjà centralisé leurs données, qui ont les compétences en interne pour ajouter des petits logiciels, software, vont pouvoir pousser leurs données sur notre cloud via une API qu'on leur propose en HTTPS. Parfois, ils peuvent vouloir saisir des informations, que ce soit des événements ou des données compteurs, par exemple. Donc, on propose des solutions formulaires via notre application web. Dans le cadre où les industries n'ont pas pu centraliser leurs données ou n'ont pas les compétences, etc., on propose d'ajouter des data pushers dans leur site. Et ensuite, cela permet de les envoyer donc sur notre cloud, les données souhaitées en 3G la plupart du temps, souvent. Mais il est possible aussi d'utiliser le réseau client. Donc on envoie en 3G via MQTT. On utilise également des objets connectés. Donc la plupart du temps, là, en ce moment, c'est des compteurs communicants. On travaille avec UBgreen. Et aussi, il est possible d'importer des fichiers dans notre infrastructure. Donc, souvent, ça va être des fichiers Excel ou CSV. Pour souvent des historiques
données d'un site, notamment dans la première phase de cartographie que je parlais au début de la présentation. Donc, pour les data pushers, nous travaillons avec Schneider Electric, on utilise leur Magellus Edgebox, mais bien avant cela, depuis le début, en 2015, on avait un grand besoin de connectivité, et sur le marché, ils n'utilisaient pas de produits, donc on a dû développer notre produit. On avait notamment besoin de connectiques Tor, de signaux analogiques 420 mA, de protocoles Modbus TCP/IP, Profinet, BACnet, des protocoles série, et une connexion 3G notamment pour l'envoi de données. Donc des besoins vraiment liés à l'industrie de l'eau, des capteurs un peu âgés souvent. Donc on a développé notre produit au puits que vous voyez ici, donc avec les connectiques souhaités, digital input, analog input sur la droite, des ports série DB9 USB pour les protocoles série, 2 ports Ethernet pour les protocoles over IP, et une connexion 3G pour l'envoi de données. Pour améliorer notre système, nous avons développé notre propre système d'exploitation Linux embarqué au travers du projet Yocto. Donc ce projet Yocto, c'est un environnement de développement qui permet de créer son propre système d'exploitation à partir d'une base Linux très minimaliste, où on peut intégrer nos codes propriétaires d'acquisition et d'envoi de données, ce qui permet d'avoir un système d'exploitation durci, d'avoir une réactivité augmentée sur l'OS, de maîtriser complètement la chaîne de l'OS et d'optimiser les processus exécutés sur le système d'exploitation. De plus, ce système est principalement mis en read-only afin d'augmenter la fiabilité. Maintenant que j'ai présenté le fonctionnement d'Aquacé, je vais faire un petit point sur les différences entre Edge Computing, donc le traitement des données directement sur les objets devices connectés ou tout du moins à leur périphérie, donc comme l'a un peu évoqué André juste avant, et le Cloud Computing, donc technique de stockage, traitement et d'accès de données par Internet, dont l'hébergement est externalisé. Donc le premier avantage du cloud computing, c'est une extensibilité aisée, donc, qui est très intéressante lors de croissance d'entreprise ou de développement de nouveaux projets. Deuxième avantage, une disponibilité de proche de 100%, notamment avec les grands acteurs comme AWS, Azure, Google, où ils proposent des disponibilités supérieures à 99%, notamment avec la duplication de données sur plusieurs serveurs. Le troisième avantage principal, la gestion simplifiée, en effet, puisque on a une gestion de matériel et réseau délégué, ce qui simplifie grandement la gestion. De l'autre côté, pour le edge computing, on a un premier avantage qui est la réduction des latences, comme l'a parlé aussi André, entre notamment la mesure de données et le traitement de celle-ci, et on s'affranchit de problèmes de connexion réseau aussi. Deuxième avantage, plus de sécurité pour les données sensibles. Donc on réduit le nombre de passerelles d'objets entre le réseau, donc réduction du risque de vol de données. Et troisième grand avantage, une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur, avec des gestions des devices en local et des serveurs également. Donc la question à se poser pour trancher dans le cas des objets connectés, le choix entre edge computing ou cloud computing dépend du cas d'usage. Donc pour choisir, il faut donc savoir répondre aux questions suivantes, notamment, c'est les principales questions. Quelles sont les fonctionnalités souhaitées? Est-ce qu'il y a besoin d'interaction entre les mesures locales et des mesures distantes? Donc dans ce cas, un cloud computing s'avère plus intéressant. Pareil, la qualité de données à traiter est-elle connue? Comme j'ai dit juste avant, dès qu'on a un volume de données très élevé et qui va augmenter, l'extensibilité du cloud est très intéressante aussi.
la donnée que je transfère doit-elle rester privée? Comme j'ai dit avant, dans le cas de données privées, le edge computing est beaucoup plus intéressant. Quatrième question, quel est l'impact d'une perte de données? Un cas classique un peu d'incendie. Est-ce que notre donnée est dupliquée, elle est sauvegardée autre part? Donc important. Et quel est le budget? Donc, comme l'a dit un peu André aussi, les objets doivent rester avec un coût raisonnable, mais on l'a vu que souvent ils sont plus intelligents, donc plus complexes et plus chers les objets du edge computing. Pour à quoi c'est, nous on utilise des calculs qui regroupent plusieurs sources de données. Donc aussi on propose une solution SaaS, donc il nous faut une grande disponibilité pour les clients, plus un nombre croissant de clients, donc une extensibilité croissante également. On a vocation d'utiliser du machine learning. Ces principales raisons font qu'on a choisi le cloud computing pour nos applications. Et cela nous permet également d'intégrer des calculs propriétaires et d'avoir quelques fonctionnalités avancées comme les jumeaux numériques, le génie des procédés, l'analyse des événements. Donc, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, jumeaux numériques, ça permet de représenter numériquement l'installation sur site en temps réel. Le génie des procédés, ça permet notamment de calculer des paramètres normalisés pour une osmose inverse ou alors de préinterpréter des dysfonctionnements. Et les analyses d'événements, donc c'est identifier les événements par leur signature, donc des représentations un peu complexes et qui permettent ces signatures. Ça permet de corréler des causes racines, usage, incident, d'identifier les leviers d'action, de préconiser des solutions organisationnelles ou techniques. Donc, l'ensemble des solutions proposées par Aquacet, ça permet un gain de temps pour nos clients, un gain en performance, et tout ça autour d'une intelligence collective. Qu'on a donc une création de valeur multiple et importante. Donc, si vous avez des problématiques autour de ces thématiques, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci Mickaël. Donc on a perdu Patrice en route. Ah non, le revoilà. Non, je suis là. Merci. Donc du coup, on va passer de toute façon maintenant à la partie de la question-réponse. Donc je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions sur le chat. On va faire un petit sondage en attendant pour surtout en fait voir si vous souhaitez être recontacté par un ou des intervenants que nous venons d'entendre et si oui lequel. Donc voilà, vous pouvez répondre. On n'affichera pas forcément les résultats, mais on transmettra bien sûr toutes les demandes aux intervenants. Donc voilà, vous pouvez être recontacté soit par VoltaCap, si vous voulez recontacter VoltaCap, Aquacet ou bien le pôle ou les trois, n'hésitez pas. Et ensuite, voilà, c'est une question ouverte. Quel sujet souhaiteriez-vous voir abordé dans un prochain épisode des rendez-vous IoT du pôle Alpha RH? Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour compléter ce sondage. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez pu voir peut-être pendant le défilement des présentations, on a un petit bandeau en haut bleu avec un petit bouton pour vous inscrire dès à présent au prochain webinaire. Donc là, je vais conclure le sondage. Donc n'hésitez pas à répondre si vous souhaitez. Je vous remercie. Et donc, du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vais commencer par les questions pour André Paris de VoltaCap. Du coup, on a une question de Thomas Colombo sur les interactions qui pourraient être à anticiper entre les protocoles de communication dédiés IoT et la 5G qui arrive.
Alors, bonjour Thomas, merci pour la question, hein. Aujourd'hui, il faut savoir que sur les protocoles de communication dédiés à IoT, on a différentes technologies, dont une qui s'appelle la NB-IoT qui se base sur le réseau 4G. L'avènement de la 5G va proposer un débit qui va être plus important avec une efficacité énergétique mieux maîtrisée. Donc naturellement, il y a fort à parier qu'on ait un réseau dédié à NB-IoT 5G. Du coup, je pense que l'impact que ça va avoir sur les objets connectés va être justement de déporter la charge de calcul à distance, puisque on va bénéficier donc du débit et de l'efficacité énergétique de la 5G. Ok, merci. Donc du coup, on va passer une question pour Mickaël. Donc Pauline qui souhaite savoir si vous envisagez d'autres applications éventuellement pour votre solution. Alors là, je sais pas quelle était J'imagine que ça doit être le fait d'avoir déployé un certain nombre de capteurs, plus d'avoir derrière toute l'interface qui permet de remonter ça. Est-ce que vous envisagez éventuellement l'application sur d'autres réseaux industriels ou dans d'autres cas pratiques? Mais autre que le domaine de l'eau, par exemple. Autre que le domaine de l'eau. Ouais, donc si c'était ça, ce que j'ai pensé, nous on est vraiment orienté domaine de l'eau parce que justement, comme je le disais un peu, on a une expertise métier avec des ingénieurs traitement d'eau, efficacité hydrique qui peuvent apporter une pertinence métier. Mais après, enfin, je pense qu'on est ouvert. Donc moi, je vais pas être très habile pour répondre à cette question orientation de la société non plus. Ok, très bien, merci. Alors, du coup, on revient à André avec une question. Alors, je pense que c'était par rapport, aux différents choix de calcul. À partir de combien d'unités considérez-vous que vous êtes à un fort volume de vente? J'imagine que c'était par rapport au ASIC, etc. Oui, tout à fait. Donc bonjour Delphine, merci pour la question. La notion de volume de vente, elle est assez subjective. Généralement dans l'industrie, on considère qu'on est sur des petites séries en dessous de quelques milliers de pièces à l'année. On passe sur de la moyenne série entre quelques milliers de pièces et quelques dizaines de milliers de pièces à l'année, et sur de la grande série au-dessus de quelques centaines de milliers de pièces à l'année. L'application qu'on va viser, donc le choix qu'on va faire, va un petit peu être guidé par tout ça. Voilà, donc pour les fourchettes au niveau des volumes de vente. Ok, merci. Alors du coup, encore une autre question pour vous, André. Donc, une question d'Antoine Baudin. Quel impact la consommation énergétique peut-elle avoir sur la compétitivité performance d'un produit? Alors bonjour Antoine, merci pour la question. Bien évidemment, la consommation énergétique sur la compétitivité et la performance énergétique, va y avoir un impact très important. Donc, si on parle de la compétitivité par rapport aux autres produits qui sont similaires sur le marché, eh bien, elle est évidente, hein, parce que plus vous allez avoir une consommation énergétique importante, plus vous allez avoir un volume en termes de taille qui va être important, plus vous allez avoir quelque chose qu'il va falloir recharger ou changer la source d'énergie régulièrement. Donc, du coup, la notion de compétitivité, elle est évidente. Et ensuite, la consommation énergétique, elle a un lien direct avec la performance, parce que plus vous embarquez un système qui va être performant en termes de ressources de calcul, de quantité de données mesurées, bien évidemment, plus vous allez avoir une consommation énergétique qui va être importante. Donc voilà, je dirais que le lien, il est vraiment très étroit. Définir l'impact exact va vraiment dépendre de l'application que vous allez avoir derrière. J'espère donc avoir répondu à la question. Ok, mais merci André. Alors après, j'ai une question là qui n'est pas dans le chat, mais je me demandais, c'est un peu pour vous deux. Alors peut-être d'abord à quoi c'est.
Est-ce que vous pensez que pour certaines applications, ça pourrait être envisageable d'avoir une solution mixte entre Edge et Cloud Computing? Bah, bien sûr, oui, je pense que c'est tout à fait complémentaire les solutions. Donc, suivant le cas d'usage, bien sûr. Et moi, je suis exactement du même avis, hein. C'est déjà des choses qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Par exemple, en traitement d'image, on peut faire du pré-traitement, stocker des images pré-traitées et déporter les calculs plus complexes derrière. Ok, très bien. Merci. On a une dernière question pour Tariq, pour vous, André. Alors, du coup, vous êtes un bureau d'études, mais est-ce que vous aidez vos clients également pour la phase d'industrialisation? Alors, plus qu'un bureau d'études, hein, on est un EMS, donc on fabrique également des cartes électroniques en petite, en moyenne série sur site industriel. Donc, bien évidemment, on accompagne nos clients de A à Z, y compris dans la phase d'industrialisation. Et lorsque les volumes le nécessitent, hein, si vous avez besoin de très très gros volumes de vente, on a un réseau d'industriels qui sont spécialisés là-dessus aussi. Ok, super. Bon, merci à tous les deux. De toute façon, vous allez retrouver les coordonnées aussi en fin de présentation de nos deux intervenants. Comme ça, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ou si vous les posez en direct, vous pourrez aussi le faire. Donc, je profite de la fin de cet épisode pour vous remercier tous et puis vous convier bien sûr au prochain épisode le 28 janvier 2021 qui aura lieu en ligne aussi et qui sera autour de la cybersécurité pour l'industrie et le bâtiment. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire avec le petit bandeau qui est au-dessus, avec le bouton orange. Donc, on essaiera de faire une journée en présentiel un jour, en mi-2021. Et puis, bien sûr, vous avez accès au replay des webinaires du pôle sur le site du pôle. Je vous invite également à télécharger, si vous le souhaitez, cette présentation. Alors, vous allez trouver un petit bouton tableau d'événements en haut à droite de votre écran, dans lequel vous avez un onglet fichier partagé où vous pouvez télécharger cette présentation. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, voilà, je merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces présentations très riches et très pédagogiques. C'était très intéressant. Et donc, du coup, vous pouvez trouver les coordonnées de nos intervenants du jour. Patrice, le mot de la fin? Eh bien, merci aux deux intervenants, à André et Michael pour ces présentations très, très intéressantes. Et merci aux participants qui sont derrière leur écran. Et puis, merci à l'équipe du pôle pour soutenir, organiser ce webinaire pour nous. Là, je vous laisse un petit peu je pense qu'on ne va pas couper, mettre tout de suite, de manière à ce que vous ayez le temps de finaliser vos téléchargements. En tout cas, pour ce deuxième épisode, eh bien, ça s'est très bien passé et on est très content d'avoir de nombreuses personnes qui sont intéressées et on espère vous retrouver à l'épisode 3, fin janvier, qui est aussi un jeudi, il me semble bien, et toujours à la même heure, entre 11 et midi. Voilà. Donc, merci à tout le monde et bon après-midi, bon appétit, bon après-midi et à bientôt. Bonne fin d'année aussi. Et je ne sais pas si... Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, bonne continuation, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.